Bonsoir à Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas le candidat cette année du NPA, c'est Philippe Poutou pour la seconde fois qui portera les couleurs de votre parti. Néanmoins, vous faites la tournée des médias, une tournée déjà bruyante. La semaine dernière, dans le journal Libération, vous avez eu cette phrase percutante, si je puis dire. Vous indiquiez que la Ve République est un canard sans tête qui continue de marcher. Alors, si la formule est très visuelle, néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on a un système à bout de souffle et je pense que, quelle que soit notre situation, on le ressent tous. Voilà, il y a une espèce de décalage, enfin même le terme, il est même plus assez fort, entre le vécu quotidien de millions de personnes, nos conditions d'existence, de travail, le rapport à la santé, à l'éducation, à la société dans son ensemble, et puis une classe politique, on a l'impression de voir les mêmes têtes, les mêmes programmes, et puis ça n'arrête pas, quoi. Pour vous, l'heure de la 6e République est venue ? C'est plus une question de numéro, il faut changer toutes les règles du jeu. En tous les cas, il ne s'agit plus simplement de trouver le bon personnel politique, il ne s'agit plus simplement de remplacer les politiciens pour en mettre d'autres qu'on croirait bons à la place. C'est toutes les règles qu'il faut changer, notamment, nous on insiste là-dessus, je crois qu'il faut déprofessionnaliser la politique. C'est-à-dire que tant que la politique sera un métier, tant que vous recevrez par exemple des gens qui sont payés pour faire de la politique, qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, qui vont faire ça jusqu'à très vieux, tout sera biaisé parce que ce qui va compter pour leur fiche de paye à eux, ça sera leur carrière politique. Donc leur action sera greffée sur cet indice-là. Et nous, on pense que pour déprofessionnaliser la politique, c'est-à-dire empêcher le carriérisme et donc à terme aussi la corruption, il faudrait par exemple une mesure parmi d'autres, mais plafonner la rémunération des élus. Il n'y a pas de raison que les élus qui sont censés représenter la majorité de la population gagnent plus d'argent que nous. On va revenir alors. On va revenir dessus, sans problème. Il y a un principe dans cette émission, c'est la photo. On vous a demandé, chaque invité, à son tour à tour, viendra et apportera une photo qui ressemble la vision de son outre-mer. Alors vous êtes venu avec une photo et comme par hasard, on vous retrouve aux côtés d'Ely Domota, le leader du LKP. Ouais, j'avais chaud. C'était en 2009, vous avez chaud, c'était en Guadeloupe. Ouais, parce que quand vous me demandez ma vision de l'outre-mer, c'est d'abord des relations de solidarité internationale, moi, qui me viennent à l'esprit, des rapports fraternels. Et puis je pense d'abord à ceux et à celles qui luttent là-bas. Et il y en a qui luttent là-bas. Pour vous, la profitation continue encore ? Oui, je pense que je ne suis pas le seul à le penser, heureusement d'ailleurs. Le problème, c'est comment s'opposer à ça. Et il y a eu une séquence en 2009 qui a, je crois, marqué tous les esprits. Au-delà de la Guadeloupe, au-delà de la Martinique, c'est quelque chose qui nous a tous parlé dans la dignité, au-delà des questions sociales qui étaient mises sur la table et qui sont toujours d'actualité. Je pense par exemple au fait que l'État tienne ses promesses sur les salaires et sur les prix, ce qui n'est toujours pas le cas. Il y avait une part de dimension et de dignité humaine qui m'a parlé, donc j'ai d'abord pensé à ça. Ouais. Alors voilà pour Ely Domota. L'autre photo, c'est celle de la rédaction et direction à présent l'île de la Réunion avec cette affiche et votre slogan en créole, puisqu'à l'inverse des autres, vous n'irez pas faire de meeting dans nos régions. Vous avez donc visiblement des relais sur place, mais à votre avis, qu'est-ce qui peut séduire les électeurs ultramarins dans votre discours ? Moi, je ne suis pas dans la séduction. Le problème, c'est d'abord, ce n'est pas le cas ici et c'est encore moins le cas là-bas. C'est-à-dire que plus que tout, j'exècre le rapport condescendant, paternaliste, qui est le lot de la plupart de la classe politique. Et c'est la raison pour laquelle vous ne vous rendez pas en Outre-mer ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas mal le prendre. C'est une question qu'on s'est posée souvent avec les organisations avec lesquelles on peut travailler, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Kanaki ou ailleurs. Est-ce qu'on y va comme les autres dans ces échéances où on sait que c'est aussi un moment de politisation, mais y aller avec tout le bastringue folklorique qu'amènent les politiciens, où ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à l'outre-mer qu'au moment des élections, où on va les accueillir en musique, avec les colliers de fleurs. Vous voyez, c'est-à-dire une forme d'irrespect qui me... Voilà. Donc moi, plus que de séduction, c'est un rapport d'égal à égal. L'égalité, nous allons en parler tout à l'heure dans une prochaine séquence. C'est notre petite contribution à l'égalité. Alors, Olivier Besancenot, nous allons à présent parler de quelque chose de très important chez nous, c'est la jeunesse. Globalement, elle représente près de la moitié de la population. Et pour la première fois, une enquête donne la parole aux jeunes. C'est l'opération Génération Watt. 150 questions, sans filtre ni censure, ce qui devrait vous plaire. C'est également l'occasion unique de savoir ce que pensent les jeunes. Écoutez bien la séquence qui va suivre. Il est question d'emploi local. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Non, moi je pense que de toute façon, en période de fort chômage, les emplois devraient être réservés aux gens qui sont compétents. Alors, en France, je veux pas être raciste, mais moi je dirais oui. Ouais, je dirais oui, franchement.
Sans être raciste, hein, c'est... Ouais. On est dans un contexte de mondialisation, tout le monde travaille partout. Si tous les pays où il y a des centaines de Français qui sont là, qui vivent et qui travaillent disaient on vous donne pas le travail parce que vous n'êtes pas d'ici, ils trouveraient pas ça cool. Pour moi, c'est évident. Enfin, le travail d'abord aux gens du pays et ensuite pour les autres. Le travail doit être réservé à celui qui peut le faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas français qui peut faire le travail, il n'y a pas de raison de ne pas l'engager. Ouais, d'accord, parce que je trouve que c'est d'abord ceux qui habitent dans le pays qui devraient bénéficier des emplois du pays. Voilà pour le jugement des jeunes. Vous partagez leurs réflexions sur l'emploi local ? Je crois que, vu que les questions sociales et les questions coloniales se mélangent, d'après moi, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les populations locales ont le droit à l'emploi ? Et le fait est que la plupart du temps, elles n'ont pas le droit à l'emploi et qu'il y a une discrimination qui est liée à cette situation de domination maintenue par la métropole, maintenue par Paris, et qui est encore d'actualité. On le sait en Kanaki, on le sait à Mayotte, on le sait à La Réunion, on le sait encore même récemment en Martinique, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des mobilisations locales, par exemple, dans un lycée agricole à Fort-de-France. On va pouvoir y venir tout doucement, puisque Célia Cléry ne va pas tarder à venir nous rejoindre, puisqu'on entre dans la partie plus politique de cette émission avec Célia Cléry, l'une de nos journalistes politiques. Après les photos tout à l'heure, place maintenant au mot. Et le mot que vous avez choisi, Olivier Besancenot, c'est le mot autodétermination. C'est justement là-dessus que va vous interroger Célia Cléry. Elle commence par une explication de texte. Autodétermination, Olivier Besancenot, c'est le mot que vous employez régulièrement quand vous parlez d'outre-mer. Mais est-ce que ça veut dire concrètement que si le NPA entre à l'Élysée en mai prochain, vous donnez les clés aux outre-mer, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut? Là, vous partez sur un cas d'école quand même. Mais admettons que le NPA n'arrive pas à l'Élysée. Admettons qu'on n'arrive pas à l'Élysée. La société pour laquelle on se bat, nous, c'est en effet une société respectueuse du droit à l'autodétermination. Ça veut dire que personne, pas même moi d'ailleurs, n'a le droit de décider du sort des populations locales. Mais ça, encore un cas d'école, mais ça pourrait se passer comment concrètement? Vous donneriez un référendum, vous organiseriez un référendum pour chacun des outre-mer? Non, parce que je pense que les questions de référendum, elles sont souvent biaisées. Donc là aussi, la manière dont ça peut se passer, c'est pas à moi de le décréter. Il y a un processus, par exemple, qui peut et qui devrait aboutir, si on respecte un minimum les accords de Matignon et de Nouméa, qui est le processus d'indépendance, pour le coup, en 2018 en Kanaki. Il y en a en Martinique, par exemple, avec lesquels on travaille, nos camarades du GRS, par exemple, qui pensent à une assemblée constituante, parce que ça sera un autre processus, aussi inspiré, je dirais, des expériences caribéennes au Venezuela et ailleurs. Donc il n'y a pas la bonne recette, il n'y a pas la bonne façon de faire. En plus, ce n'est pas à moi de le décréter, mais il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il faut rompre avec cette relation de domination qui fait que la plupart des choses essentielles sont décidées à des milliers et des milliers de kilomètres pour répondre aux besoins de la métropole et de l'État français par ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut casser. Et notre contribution à nous, c'est pour ça que je parlais de solidarité internationale tout à l'heure, c'est de permettre aux organisations, aux mouvements, quand ils existent, sociaux, politiques, culturels, de pouvoir aboutir à ce qu'ils ont décidé. Ça veut dire que vous pourriez accompagner l'indépendance, toujours dans un cas d'école où vous seriez au pouvoir, des Outre-mer ou de ceux qui le souhaitent en tout cas? Par exemple, très concrètement, nous on fera en sorte que les accords soient respectés pour la Kanaki en 2018, que par exemple on ne fasse pas des coups de Trafalgar sur le corps électoral. Vous savez que là, il y a une manifestation qui va être appelée le 26, une marche appelée par les indépendantistes pour faire en sorte que 25 000 Kanaks figurent automatiquement sur les listes, c'est-à-dire ne soient pas floués de la possibilité de voter. Voilà. Alors, vous savez que c'est un grand sujet polémique, puisque la question c'est de savoir si oui ou non les Kanaks seront majoritaires au moment de voter. Ça fait partie des processus et des discussions. Donc ça, en effet, c'est quelque chose dont on serait respectueux, qu'on accompagnerait jusqu'au bout, bien sûr. C'est-à-dire faire en sorte que la parole de l'État soit respectée. C'est curieux que ce soit moi qui vous le dise, mais là, en l'occurrence, oui. Est-ce que vous comprenez la candidature d'Oscar Temaru, indépendantiste affirmé, confirmé, dans la course à la présidentielle? C'est quoi le message derrière ça? Le message, c'est lui qui est le mieux placé pour le délivrer. J'imagine que c'est aussi un pied de nez, mais je n'ai pas besoin de parler à sa place par rapport justement à la situation de son combat à lui et la question de l'indépendance. Voilà, moi, si vous voulez, nous on part... On n'est pas dans le même, on part pas de la même situation, on part pas du même endroit. Nous, on a un candidat, c'est Philippe Poutou, et je pense qu'on sera le rare courant, si ce n'est le seul, à prôner le droit à l'autodétermination et à rappeler à l'État français ce que ça signifie, à rappeler aussi, y compris tous ceux qui vivent en région parisienne ou ailleurs, qu'il y a des raisons historiques et politiques au fait que, en gros, ils sont antillais ici, ils ne le sont pas là-bas, et que tout ça, c'est, par exemple, quand on prend le cas des Antilles, c'est une situation qui ne peut plus durer. Alors, Olivier Besancenot, autodétermination, c'était votre mot. Le mot de la rédaction, en revanche, c'est égalité.
Et l'égalité, en ce moment, ça se joue au Parlement pour l'outre-mer avec la loi sur l'égalité réelle. Est-ce qu'il suffit d'une loi pour faire l'égalité entre l'Hexagone et les outre-mer? La preuve que non. La preuve que non, même si l'égalité, c'est une conception que j'aime bien, mais la question, c'est l'égalité réelle. Pour prendre, par exemple, le combat qui est mené, qui est mené, par exemple, par les mouvements sociaux qui font grève actuellement à Mayotte. C'est ce que ça signifie dans les faits. Donc, il ne suffit pas d'une loi. C'est vrai en général, et là, je crois que c'est vrai en particulier, parce qu'on sait que derrière les lois, on botte en touche, et aussi, on s'écarte de la situation réelle, de la situation telle qu'elle est, sur les écarts de salaire, sur les questions de discrimination à l'embauche dont on parlait tout à l'heure, sur la question des prix. Donc, moi, ma solidarité, elle va, par exemple, à Mayotte, sur ceux qui vont faire grève dans quelques jours dans l'éducation nationale, dans les ports, partout ailleurs, et qui voient ce décalage, qui est devenu un décalage insupportable. Mais entre nos deux termes, finalement, il y a cette espèce de contradiction permanente entre, pour Mayotte, par exemple, l'égalité réelle qu'on leur a fait miroiter, et puis le droit à l'autodétermination. On va pouvoir parler de Mayotte, puisque autodétermination, égalité. Olivier Besancenot, on va maintenant parler d'immigration. À Calais, le gouvernement démantèle la jungle, mais cette problématique de l'immigration existe également outre-mer. Elle existe même depuis très longtemps à Mayotte, notamment, justement, où notre confrère Misbahoudine Bakar a une question à vous poser sur ce sujet. Ici, à Mayotte, presque la moitié de la population est étrangère et pour la plupart sans papier. Des Comoriens et des Africains arrivent chaque jour clandestinement par la mer. La maternité de Mamoudzou est devenue la première de France. Des milliers d'adolescents dont les parents ont été expulsés sombrent dans la délinquance. Une exaspération telle que même à gauche, des voix s'élèvent pour demander la révision du droit du sol à Mayotte. Alors, dans ces conditions, comment imaginez-vous ici une régularisation générale des sans-papiers telle que vous la prônez ? Olivier Besancenot, on vient de le voir, à Mayotte, l'immigration, c'est un vrai problème. Récemment, il y a eu des manifestations, une partie de la population qui crie qu'elle ne peut pas absorber toute cette nouvelle population qui arrive. Et vous, dans le même temps, dans Libération, la semaine dernière, vous disiez qu'il faut régulariser finalement tout le monde. Vous entendez ces craintes, ces angoisses que peuvent avoir les Mahorais? Et ça vaut aussi pour les Guyanais, d'ailleurs. J'entends la tension, ça vaut aussi pour la Guadeloupe avec les Haïtiens, on pourrait généraliser, je connais la situation. Dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure, mais la question, elle est récurrente. Moi, je suis un militant insatiable de la liberté de circulation, d'installation, mais je vois ce que produit en effet la promiscuité entre pauvres, parce que c'est ça dont on parle. Et quand on rajoute à ça le bilan désastreux des politiques coloniales de l'État français aux Comores, on aboutit à cette bombe à retardement. Mais qu'est-ce que vous leur répondez? Comment voulez-vous empêcher, quand on vous met une vitrine face à vous, des personnes de se dire « pourquoi pas moi ?» Il y a une vitrine lumineuse face à vous, on vous dit là-bas, ça ira mieux, il y aura de l'emploi, il y aura des richesses, et vous diriez « non ». Je vais vous dire, quand bien même vous le feriez, quand bien même vous inventeriez des lois et un dispositif sécuritaire exorbitant, ça ne marchera pas parce qu'il y a des gens qui fuient la misère et qui iront. Donc la question qui est posée, notamment localement, et ça repose d'ailleurs la question de la souveraineté, y compris localement, c'est quel type de relation il pourrait y avoir, quel type d'interdépendance entre les Comores pourrait exister. Je crois que c'était une phrase de Jean-Marie Tjibaou pour la Kanaki qui disait penser l'indépendance, c'est nous laisser penser la possibilité de nos interdépendances. Je crois qu'on est directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire que là aussi, tant que les politiques migratoires, les politiques sociales seront décidées à Paris, on aboutira à des catastrophes. Vous avez le sentiment qu'il faut avoir une exception justement pour Mayotte, la Guyane et autres? Est-ce qu'il devrait y avoir une exception par rapport à ce règlement? Par rapport à quel règlement? À l'immigration. Non, la question de l'immigration. Non, moi je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire moi de façon universelle, je suis attaché aux mêmes valeurs, à la liberté de circulation, à la liberté d'installation, et je vois ce que ça suscite. Je vous dis, la promiscuité entre pauvres, ça suscite de la tension. Ça, on l'a compris, Olivier Besancenot. Non, mais je pense qu'on ne l'a pas suffisamment compris. Parce qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu sur Mayotte, c'est le droit du sol et le droit du sang. Qu'est-ce qui doit primer, justement? Mais moi, je suis attaché aux mêmes valeurs. Donc, il n'y aura pas d'exception pour moi, si vous voulez, à Mayotte, en Afrique, en Guyane ou n'importe où. Je sais ce que ça signifie. Maintenant, je réinsiste, on hérite aujourd'hui, dans les couches populaires, d'une situation explosive. Vous me dites qu'on l'a compris, moi, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que dans une moindre mesure, à Calais par exemple, on a ça aussi. Vous créez des situations qui deviennent intenables, et bien évidemment tout le monde pète les plombs et on se divise les uns aux autres. À Mayotte, moi je suis pas expert, j'y suis pas allé, mais j'ai cru comprendre que vous pouvez rétablir des frontières, vous pouvez rétablir ce que vous voulez, mais les familles entre elles sont mélangées. C'est aussi une réalité. Comment vous allez faire pour dissocier tout le monde? C'est compliqué. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, c'est ça que j'essaierai au moins de faire comprendre, dissocier
la question des flux migratoires, des questions sociales et des questions économiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les immigrés, quels qu'ils soient, qu'il faut traquer, c'est la misère. Et ceux et celles qui aujourd'hui combattent à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, partout, pour dire c'est la misère qu'il faut traquer, on a le droit d'avoir l'égalité réelle, elles ont ma solidarité. Moi, je crois que c'est la bonne voie à suivre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est d'abord et avant tout des peuples qui luttent. Moi, je préfère retenir les peuples qui luttent. Il y a eu 2 grandes grèves générales là-bas, à Mayotte, comme en 2011, cette année encore, plutôt que des peuples comme nous, qui sommes parfois à 2 doigts de se dresser les uns contre les autres. Et un jour, ça terminera mal. Si on ne fait rien, ça terminera mal. Et pour que ça termine pas mal, il faut que la question sociale soit réglée. En tous les cas, moi, c'est l'idée que j'en ai. Donc, Olivier Besancenot, à propos du regard que l'on porte les uns vis-à-vis des autres, je vous propose de regarder une séquence culte du cinéma français et on en parle tout de suite après. Mais si, un sarrasin! Il est fou! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est des malades! Des malades! Alors, vous avez vu le clin d'œil. Alors, cette histoire de Sarrazin nous rappelle également que dès que l'on voit quelqu'un de différent, on est considéré comme un ennemi, un envahisseur. Pour vous, c'est quoi être français? C'est une bonne question. Ça dépend à quelle France on se réfère. Ma France, à moi, pour reprendre quelques chanteurs et quelques chanteuses, c'est celle qui a lutté aussi, c'est celle de la Commune de 1871, c'est ceux qui ont fait les grèves de 1936, c'est la résistance contre l'occupant nazi, c'est ceux qui ont porté les valises pour l'indépendance de l'Algérie, par exemple, ceux qui ont fait mai 68. En tous les cas, c'est pas les Versaillais qui ont écrasé les communards, c'est pas le MEDEF de 1936, ses ancêtres, qui disaient « mieux vaut Hitler que le Front populaire ». C'est pas l'OAS, c'est pas tout cela, c'est une autre France. Donc la question de l'identité, parce que c'est ça dans ton débat finalement, qui visiblement va être le gimmick de la campagne présidentielle. C'est le thème principal de la campagne. Tous les candidats en parlent. Ah oui, bah alors après, vous savez, quand bien même tous les candidats en parleraient, c'est pas sûr que ce soit notre sujet de préoccupation majeure. Parce que quand bien même on aurait réglé le problème de l'identité d'un point de vue philosophique, je suis pas sûr que c'est ça qui va mettre à manger dans nos assiettes. C'est pas ça qui va nous donner des places d'infirmières et d'infirmiers dans les urgences des hôpitaux. C'est pas ça qui va donner des enseignants dans les classes. Qui compte. Vous parlez souvent d'identité sociale d'ailleurs plutôt que d'identité nationale. Absolument, pour cette raison. Mais en même temps, là récemment, on me posait la question. J'ai relu Glissant par exemple, qui disait qu'il fallait. Vous avez participé au débat vous-même. Avec ce tweet d'Édouard Glissant. Bien entendu, mais justement, ce qui est quand même intéressant, c'est que des intellectuels qui ont pensé la question de l'identité et du rapport au particulier dans une relation à l'universel, basée sur des souffrances terribles qui viennent de l'esclavage, en soient arrivés à la conclusion qu'il faut penser une relation entre le particulier et l'universel, qu'il ne faut surtout pas tomber dans le panneau des identités fixes, pour reprendre l'expression de Glissant. C'est quoi pour vous l'identité fixe? Je reprendrai volontiers l'expression de Glissant, l'identité-relation. Ou d'autres, Frantz Fanon, il disait par exemple, prendre conscience de soi, ça ne veut pas dire qu'on est hermétique à la communication, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à la communication. Pour Frantz Fanon, qui est un militant anticolonialiste, s'il en est, qui est un militant anti-impérialiste, s'il en est, il envisageait les questions nationales dans les pays colonisés comme le meilleur levier de l'internationalisme. Alors que dans ces pays en situation de domination, à partir d'une souffrance qui est celle de l'esclavage, on en arrive à la conclusion qu'il faut se mélanger les uns aux autres, et qu'on aurait une classe politique en France, pardon de le dire, plutôt blanche, plutôt dans un pays de situation de domination, qu'on arrivera à dire il faut piocher chez Astérix et Obélix pour savoir d'où on vient. Ça veut dire je que pense qu'on est en grande régression. Les Outre-mer ont leur place dans le roman national, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup à puiser. J'invite tous les politiciens professionnels à lire Fanon, à lire Aimé Césaire, à lire Glissant et à lire plein d'autres. Ouais, peut-être que plutôt qu'Astérix et Obélix, en ce moment, qu'ils lisent au moins quelques poèmes. Ça leur fera pas de mal. Quel rapport, justement, quel bilan vous faites des 5 ans de François Hollande dans son rapport avec l'outre-mer? Un grand succès, comme dans tous les domaines. Il y a comme 2 grandes lois, la loi pour l'égalité réelle et puis la loi contre la vie chère de 2009. C'est ça, finalement, le bilan de François Hollande. Sur la vie chère, écoutez... Ça pèse pas lourd pour vous? Ça pèse pas lourd pour ceux qui, aujourd'hui, poussent un caddie dans les supermarchés là-bas. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des poires. Au bout d'un moment, c'est presque insolent de dire ça de la part du gouvernement. On a eu un grand mouvement, pas n'importe quel mouvement, avec le lot de dignité que j'expliquais, des accords qui ont été signés avec un syndicaliste qui a été tué en Guadeloupe. Les accords Binot, aujourd'hui on en est où? Les prix flambent, à nouveau, les accords n'ont pas été respectés, même sur les salaires, ou un an et demi, ça a duré. Aujourd'hui c'est rebolote. Donc vous savez, quand on accumule comme ça, et après on va voir les mêmes qui vont dire il nous faut des interlocuteurs. La belle affaire, ils en ont eu. Quel interlocuteur? Un peuple qui s'est dressé, qui a eu ses propres mandataires,
qui se sont assis autour d'une table de négociation. Et aujourd'hui, on en est loin. Donc, pardon de vous le dire, mais même dans ce domaine-là, j'arriverai pas à vous trouver un bon point sur Hollande. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas le seul à le penser. Je pense qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui trouvera un bilan positif à François Hollande. On a compris que pour vous, le bilan de François Hollande n'était pas bon. Négatif. Négatif. Vous avez saisi le sens de On ma a compris pensée, le sens de tout à votre fait. pensée. Olivier Bensenot, on va poursuivre cet entretien avec une question plus économique. Aujourd'hui, nos jeunes, lorsqu'ils partent à l'étranger, ont du mal à revenir pour leurs études. C'est un problème, notamment pour les chefs d'entreprise. Ils ont parfois le sentiment que pour le business, il est préférable d'être à Marseille, à Paris, à Londres. Alors, je vous propose d'écouter les propos de Johan Saint-Louis, le président de l'association Martinique Tech, sur l'économie numérique. Nous avons aujourd'hui une absence de structure d'accompagnement, une difficulté d'accès au financement, ainsi qu'un manque de continuité territoriale sur de nombreux aspects qui nuisent aujourd'hui au développement de la filière digitale, mais également à la compétitivité des entreprises, des startups ultramarines. Que comptez-vous faire aujourd'hui pour mettre fin à cette situation et permettre enfin l'émergence de succès digitaux en Outre-mer ? Olivier Bensenot, comment faire pour que l'Outre-mer soit attractif, mais en même temps compétitif ? Ouais, je vais répondre plus sur ça que sur l'aspect digital et compagnie, parce que je ne vais pas me faire passer pour ce que je suis pas. Je suis vraiment. Vous n'êtes pas spécialiste je ne suis pas cette un nouvelle geek. économie. Voilà, je ne et suis pourtant, pas un c'est geek. là où c'est porteur d'emploi. D'emploi, j'en sais rien, parce que je ne pense pas qu'on puisse déconnecter, en tous les cas, cette activité-là du restant des activités. Et les mirages, comment dire, de telle ou telle branche, j'y crois pas trop. Enfin, j'ai du mal à déconnecter une activité précise du restant de la situation économique qui est en crise. Maintenant, toutes les politiques d'attractivité pour les entreprises en Outre-mer, toutes les politiques de défiscalisation qui ont été menées au nom de cette attractivité depuis 20, 30 ans, si ce n'est plus, il y a simplement le bilan qui est là pour parler, c'est qu'aujourd'hui, il y a un chômage terrible en Outre-mer, terrible. Donc on pourrait peut-être simplement partir du fait que ces politiques de défiscalisation, elles ne fonctionnent pas, qu'elles permettent peut-être à certains de s'enrichir, mais en tous les cas, l'emploi n'est toujours pas au rendez-vous. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est que cette politique de défiscalisation, ici comme ailleurs, en réalité, elle ne permet pas à ceux qui ont des projets de pouvoir les porter. Et si on veut parler de projets pour être portés, je crois qu'il faudra d'abord penser à l'intérêt général, penser ça aussi sous contrôle public, parce qu'après tout, on peut aussi avoir des projets pour le numérique qui pourraient être utiles pour toute la collectivité. Et ça pourrait s'envisager dans le cadre d'un contrôle public avec des investissements publics. Oui, c'est vrai, effectivement. Un chiffre pour compléter cette discussion, c'est tout simplement que c'est au niveau des 26 ans, c'est plus de la moitié, 60% des jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage en Outre-mer, donc c'est un chiffre important. Mais on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Que s'est-il passé dernièrement sur l'échiquier politique en Outre-mer ? C'est tout de suite avec Laurence Théatin qui va décrypter pour nous les événements forts de ces derniers jours. Depuis plusieurs semaines, les électeurs des Outre-mer voient se succéder les ministres du gouvernement Valls. La dernière en date, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il va bientôt y avoir une élection. Justement, la primaire de la droite et du centre, l'ancienne ministre des Outre-mer du gouvernement Fillon, Marie-Luce Panchard, prend ses distances avec Nicolas Sarkozy. Elle estime que l'ancien président de la République flirte un peu trop avec les idées de Marine Le Pen. Je pense qu'il perd un peu son âme, il est assoiffé peut-être de pouvoir, mais je crois qu'il faut toujours rester droit dans ses bottes et rester toujours centré autour de ce qu'on croit, autour de ses valeurs. De toutes les façons, chez les Républicains, les bouderies, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Après près de 10 ans passés à se toiser, ces deux-là se sont finalement dit oui. Gaston Flosse apporte son soutien à Nicolas Sarkozy, qui l'a accepté. Pourtant, selon un proche de Gaston Flosse, les 5 années de présidence Sarkozy ont été un véritable calvaire pour la Polynésie française. Un soutien qui intervient alors que l'ancien président de la Polynésie française est condamné pour avoir détourné de la vaisselle, celle de la présidence de la Polynésie française. Vaisselle cassée, vaisselle foutue. Mais les affaires de vaisselle et autres casseroles judiciaires traînées par le vieux lion allaient au placard pour Nicolas Sarkozy. L'important, c'est la rose. Non, l'important, c'est la dot, les quelques milliers de voix du Taoïra, le parti de Gaston Flosse. Alors, question fondamentale. Doit-on penser, comme Machiavel, que le but de la politique n'est pas la morale, mais d'obtenir et de conserver le pouvoir? Alors, Olivier Bensenot, on conserve le pouvoir, la morale, vous faites des choix.
Qu'est-ce que vous retenez dans ce panorama? Mais qu'en effet, il y a une campagne, voilà, et qu'on va tous les voir défiler à repenser à l'outre-mer pendant quelques mois. Voilà. Mais c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des territoires. Donc en effet, ils ont soif de pouvoir, ils ont la dalle de pouvoir, ils ne s'arrêteront pas. Et peut-être que finalement, il faut le prendre à revers. Enfin, moi, je n'ai aucun conseil à donner, mais s'ils sont en campagne, il faut peut-être essayer de les alpaguer à ce moment-là pour nous rappeler à leurs bons souvenirs, à leurs promesses non tenues, à la réalité sociale. Par exemple, on parlait d'emploi. J'ai cru comprendre qu'en Martinique, il y avait l'AFPA qui s'occupe de l'apprentissage qui était en train de mettre la clé sous la porte. Il y a plus de 150 personnes qui peuvent rester sur le carreau. 150 personnes à l'échelle de la Martinique, c'est énorme. Ça représenterait un plan de licenciement en métropole de l'équivalent de plusieurs milliers de personnes. On en fait quoi de tout ça? Peut-être que s'il y a des mobilisations locales, à chaque fois qu'il y a un candidat, un ministre qui vient, n'oubliez pas de sortir des casseroles, pas les leurs, hein, mais les nôtres, pour se rappeler à leurs bons souvenirs, à nos revendications. Vous avez dit que vous aviez un peu les boules de la classe politique aujourd'hui. C'est par rapport à ce type d'attitude? C'est quoi? C'est pour ça que vous n'y allez pas? Non, moi d'abord, j'y vais pas pour les mêmes raisons que j'y suis pas allé la dernière fois, puisque nous, on n'est pas accrochés au pouvoir, pas même au titre de candidat. Donc chez nous, ça tourne. Donc la dernière fois, c'était Philippe Poutou. Cette fois-ci, c'est de nouveau lui, parce qu'on veut montrer qu'on est plusieurs et qu'on ne s'accroche pas à ça. Maintenant, c'est vrai qu'à titre personnel, des fois, j'ai du mal à me contenir, tellement je suis agacé, mais je ne veux pas jouer de ça non plus. Il faut se concentrer d'abord sur les propositions qu'on a à faire. J'essaye de me concentrer sur les propositions qu'on a à faire. Mais si vous voulez, quand on a... Et on va avoir une classe politique qui finalement va être obligée de nous trouver comme seule touche de fraîcheur et de renouveau Alain Juppé. J'ai rien contre lui à titre personnel, si vous voulez. Mais c'est pas le renouveau majeur non plus. Donc là, on sent bien quand même qu'en termes de crise de représentation politique, on est à bout. C'était ça ce que je voulais dire sur la Ve République. Nous, le message qu'on essaie de faire passer au-delà des frontières, c'est qu'à un moment donné, il faut se représenter nous-mêmes. Tous autant qu'on est, on en a marre des politiciens. Alors si on en a marre des politiciens, il faut que nous, retraités, chômeurs, salariés, précaires, agriculteurs, paysans, artisans, on se dise, on décide de parler en notre propre nom et il dit au moins aux politiciens, ceux qui vivent de ça, j'ai quelque chose à te dire, je te le dis dans les yeux, je t'autorise plus à parler en mon nom parce que ma vie quotidienne, je la connais, toi tu la connais pas. Si au moins notre camp social s'attelait un peu à ça, alors oui, ce serait quelque chose d'extraordinaire. On parlait de la séquence du LKP, moi quand j'étais allé sur place, j'avais senti ça. C'est-à-dire que tout le monde se prenait un petit peu en main. Ça a duré qu'un moment, soit, mais il y avait de ça et c'était énorme. Alors c'est dans cette énergie, Christiane Taubira, vous étiez proche d'elle à un moment. Aujourd'hui, est-ce qu'elle devrait revenir? Si elle est partie. Dans le renouvellement politique, voilà, parce qu'on en parle. Et vous étiez assez proche à l'époque. J'aurais aimé qu'elle parte du gouvernement plus tôt. Voilà. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu de l'estime par rapport à une série de combats, par rapport à ce qu'elle incarne. J'aurais aimé qu'elle quitte le gouvernement plus tôt et qu'elle ne porte pas le nom d'un certain nombre de lois sur la déchéance de la nationalité, sur des sujets qui sont pour moi des lignes infranchissables. Donc au-delà de la personnalité de Christiane Taubira, qui a quitté le gouvernement, c'est de savoir, elle comme d'autres, où on en est tous et toutes. Je pense que dans ce gouvernement, quand on a le cœur à gauche, il y a deux lignes qui ont été franchies. Une sur les questions morales avec la déchéance de la nationalité, une sur les questions sociales avec la loi travail. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est toujours condamné à attendre 4 ans quand il y a un gouvernement PS qui nous mène une politique de droite pour riposter dans la rue, comme on le fait habituellement quand il y a un gouvernement de droite? On a perdu beaucoup de temps. Maintenant, il serait temps de nous représenter nous-mêmes. On l'a senti d'ailleurs un peu dans le mouvement de Nuit debout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va aborder la dernière séquence de l'émission avec un peu d'humour, puisque depuis la Martinique, notre dessinateur de presse, François Gabour, a écouté attentivement votre... Et voilà son dessin que nous lui avons inspiré. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Pôle emploi, votre expérience, politicien, le SFIC, c'est moi. Donc, vous êtes prêt à aller, ça vous ressemble? Moi, je ne suis pas politicien, moi. C'est vrai que c'est la particularité moi, du NPA, vous êtes des travailleurs. Je travaille à 80% à la poste, au guichet. Et la marque de fabrique du NPA, c'est que tous autant qu'on est, on a un boulot, on en cherche un. Et dans le peu de temps qui nous reste, on cherche justement à avoir accès à ce que les politiciens ont 24 heures sur 24, c'est-à-dire le temps de réfléchir pour nous. Mais ça me fait penser à une réflexion de quelqu'un dans une réunion publique, quand on parlait de nous de plafonner la rémunération des élus. Lui, il a proposé, ça va peut-être un peu loin, de rémunérer les élus au SMIC. Comme ça, une fois élus, on sera sûr qu'ils n'oublieront pas de tenir leur promesse, c'est-à-dire l'augmenter derrière. Peut-être qu'il faut cogiter à ça. C'était le mot de la fin. Merci Olivier Besançon d'avoir joué le jeu de cette première émission. Outre-mer Politique reviendra très bientôt, évidemment en novembre. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les sites internet. À signaler que nous étions en primo-diffusion sur Facebook. Merci, bonne soirée et à très bientôt.
Merci.